BFM Business, BFM Crypto, le club. Parce que finalement, le Bitcoin se fiche complètement des déboires de Coinbase et de Binance. En tout cas, après un petit coup de mou là en début de semaine, le Bitcoin tout à l'heure a refranchi les 27 000 $. Lilian Aliaga vient de nous rejoindre pour Cryptos. Bonjour Lilian. Bonjour Guillaume. On va en parler dans un instant, bien sûr, avec aussi Alexandre Staschenko. Bonjour Alexandre. Bonjour. Et bienvenue également sur le plateau de BFM Business. On va défrayer la chronique. Vous allez, comme d'habitude, défrayer la chronique, Alexandre, auteur de Bitcoin et crypto-monnaie facile. Puis Laurent Pignot aussi nous accompagne depuis Zone Bourse. Bonjour Laurent. Oui, bonjour. Content de vous retrouver. Oui, Bitcoin a remonté la pente après un début de semaine compliqué lié au déboire face à la SEC de Binance et de Coinbase. Finalement, Bitcoin a rebondi à plus de 27 000 $ tout à l'heure. Là, on est à 26 500 en l'occurrence, Laurent. Et oui, effectivement, le Bitcoin gravite toujours autour de ce fameux seuil des 27 000 $ malgré les problèmes en justice des deux géants Binance et Coinbase de l'autre côté de l'Atlantique, qui ont tout de même amené son lot de volatilité à court terme, puisque le Bitcoin est passé sous les 26 000 $ lundi avant de rebondir fortement mardi en rattrapant finalement toute la baisse enregistrée la veille. Mais finalement, si on prend un petit peu de recul, ces problèmes en justice n'ont pas pour l'instant une incidence catastrophique sur le cours du Bitcoin, loin de là. De toute façon, cela fait déjà plusieurs mois que les crypto-investisseurs ont intégré le fait que le gendarme boursier américain n'a pas une position très amicale envers l'industrie des crypto-monnaies, bien au contraire, ce qui explique en partie pourquoi le cours du Bitcoin reste pour l'instant, et malgré les annonces qui ont été faites jusqu'à présent par la SEC, dans cette zone de consolidation autour des 27 000 $ depuis fin mars. Alors plus précisément, à chaque fois que le Bitcoin est repassé sous les 26 000 $ sur ces dernières semaines, cette zone de prix a été défendue par les acheteurs sans que les vendeurs finalement puissent enfoncer le clou pour retourner sur le prochain support de liquidité qui se retrouve autour des 24 000, 25 000 $. Donc voilà, pour l'instant, tant que le Bitcoin reste au-dessus de ce palier, la dynamique de ce début d'année reste intacte pour le Bitcoin. En revanche, pour regagner un petit peu d'optimisme, il faudrait que le Bitcoin rattrape les 28 000 $ à court terme pour redonner des premiers signaux favorables de reprise haussière sur le Bitcoin, ce qui passera probablement par un apaisement sur le plan de la régulation et une amélioration de la conjoncture économique à court terme. Du côté de l'Ether, quel potentiel à vos yeux ? Alors globalement, sur l'Ether, la situation est relativement similaire. On est un peu entre deux eaux. En gravitant toujours entre 1800 et 1900 $. Justement, le support technique sur l'Ether est en dessous au niveau des 1800 $ qui a repoussé les vendeurs tout au long du mois de mai. Et puis au-dessus de l'Ether, au-dessus du cours de l'Ether actuellement, les 1900 $ qu'il faudra franchir durablement et avec du volume pour relancer justement cette dynamique haussière. Laurent Pignot avec nous aujourd'hui depuis Zone Bourse. Merci beaucoup Laurent de nous avoir accompagnés. On s'y perd un peu Lilian, parce qu'en début de semaine c'était la soupe à la grimace, effectivement, les poursuites de la SEC contre Binance, puis Coinbase, le Bitcoin qui a accusé le coup, puis depuis on sent que les choses sont en train, alors de s'inverser c'est un grand mot, mais peut-être d'évoluer. On en est où aujourd'hui ? On n'en est pas beaucoup plus loin finalement. On est toujours donc le lendemain de ces annonces de la SEC, donc le gendarme financier américain, de s'attaquer aux deux géants Binance et Coinbase et de leur reprocher d'avoir vendu à des clients américains des crypto-monnaies qui sont considérées comme des securities, donc des valeurs mobilières sans être enregistrées auprès de la SEC au préalable. Concrètement, là c'est une vaste question maintenant qui se pose, c'est de savoir quel sera l'impact sur le marché crypto, sur l'industrie des cryptos aux États-Unis et également sur la régulation des cryptos aux États-Unis. On sait qu'il y a des enjeux politiques qui se jouent avec les républicains notamment qui défendent pas mal Coinbase et notamment l'industrie des cryptos aux États-Unis parce que il y a un risque que les États-Unis perdent le monopole qu'ils ont actuellement sur cette industrie. Alors c'est très compliqué de répondre à ces questions-là, néanmoins moi, je voulais me projeter un petit peu sur l'avenir de ces procès. Sachant quand même, parce que vous parlez de procès, Coinbase se laisse pas faire, Coinbase a répondu et Coinbase est prêt face à la SEC, face aux gendarmes des marchés américains. Coinbase est prêt à aller devant la Cour suprême. Ouais, ils ont expliqué qu'ils étaient confiants sur leur positionnement, qu'ils allaient aller jusqu'au contentieux, tout comme Binance de toute manière. Donc les deux plateformes ont répondu de manière assez similaire. Donc moi la question que je me pose, c'est et que je vois beaucoup circuler notamment dans la communauté crypto sur les réseaux sociaux, c'est de savoir un petit peu quelles sont les échéances pour Coinbase et pour Binance, quels sont les scénarios pour ces plateformes-là aux États-Unis. Qui va gagner le procès ? Qui va gagner le procès ? Et on voit qu'on a finalement c'est assez similaire, c'est le sujet des securities. Mais pour le reste c'est très différent. Coinbase est vu très différemment de Binance aux États-Unis. Coinbase, c'est une plateforme américaine pro-États-Unis, pro-régulation. D'ailleurs, ils l'ont prouvé encore hier dans leur réponse à la SEC. Ils parlaient d'une trentaine d'échanges sur l'année 2022 avec la SEC en leur demandant des informations pour savoir comment se conformer au mieux à leurs attentes.
Donc voilà, c'est une entreprise qui est pro-régulation. C'est un peu le bon élève aux États-Unis. En revanche, Binance, c'est tout l'opposé. C'est pas une entreprise américaine. Ils sont absolument pas pro-régulation. Justement, ils ont un peu filouté avec la réglementation américaine et c'est ce qui leur est reproché pour aller toucher des clients américains sans en avoir l'autorisation. Ils ont une organisation très floue entre Binance US et Binance.com. Donc finalement, pour Coinbase, je pense que le procès devrait un petit peu mieux se passer, même si là je prends des gros guillemets. Ça pourrait se solder avec une grosse amende, peut-être la suspension de certaines activités, le temps que peut-être le régulateur décide de leur offrir un chemin pour se réglementer, ce qui n'est pas le cas actuellement. C'est le cas en France, ça ne l'est pas aux États-Unis. Pour Binance, je pense que ce sera beaucoup plus complexe, notamment parce que pour toutes les charges qu'ils ont contre eux, ça peut aller jusqu'à la fermeture de la plateforme aux États-Unis. Et d'ailleurs, pour information, hier, ça a pris un petit peu le chemin de ce scénario catastrophique puisque la SEC a demandé à Binance de geler les fonds de Binance US. Donc c'est plutôt une mauvaise nouvelle. Oui. Pour les Américains, Coinbase et Binance, Alexandre, même s'ils sont tous les deux poursuivis par la SEC, Coinbase et Binance, c'est pas bonnet blanc, blanc bonnet. Non, pas du tout, parce qu'en plus, Coinbase, d'une certaine façon, joue aussi ici une carte de relations publiques. Ce qui est intéressant, c'est qu'en faisant ça, en résistant à la SEC, en faisant l'argumentaire qui est le leur, en réalité, ils deviennent, et je pense que c'est parfaitement conscientisé, ils deviennent porte-étendard de la communauté crypto. Et donc, ce qui est malin dans ce procédé-là, c'est que, du coup, même les concurrents sont obligés de se positionner en faveur de Coinbase pour dire, bien joué et bravo d'aller défendre les droits, bravo d'aller défendre notre position, etc. Et donc, c'est très intéressant de voir que c'est aussi une affaire de RP et c'est aussi une affaire politique. Lilian le disait très bien, c'est que dans les communications qu'ils font, c'est pas juste on a envie de vendre des valeurs mobilières, c'est on peut perdre tant d'emplois. C'est un sujet pour l'Amérique, pour la liberté d'entreprendre. Et donc, ils sont en train de transformer ce procès aussi en procès médiatique et politique. Et la différence majeure, Lilian le disait, c'est que ils ont des alliés. Ils ont déjà des républicains qui se positionnent en faveur de Coinbase et qui disent d'ailleurs, je pense à juste titre, au moins dans une certaine mesure, comment la SEC peut avoir autorisé une entreprise à aller en bourse et un an plus tard leur dire vous arrêtez tout, vous n'avez pas le droit de faire ce que vous faites. Donc je pense qu'effectivement c'est pas du tout blanc bonnet blanc parce que aux États-Unis on trouvera personne politiquement qui sera capable de se positionner pour pleurer sur le sort de Binance. De Binance et Coinbase, lequel est en train de perdre le plus en termes d'argent? Qui subit le plus de retrait de la part des investisseurs depuis les poursuites de la SEC? C'est Binance ou c'est Coinbase, Lilian? Logiquement, c'est Binance. Et en effet, c'est un comportement de toute manière de la part des investisseurs qu'on observe systématiquement dans ce genre d'affaires. Donc là, c'est les risques autour de Binance et Coinbase. On avait eu ça à l'époque autour de l'affaire Circle. Et puis, dans une plus grande mesure avec FTX, Celsius, etc. On fuit les plateformes et on se rattrape aux fondamentaux. Et donc, finalement, oui, en effet, Binance a connu 1,4 milliard de dollars de retrait en l'espace de 24 heures, 1,2 milliard de dollars pour Coinbase de retrait. Donc, c'est assez immense. Et les gens, ils mettent leur argent, ce qu'ils retirent de Binance ou de Coinbase, ils le placent sur leur compte en banque ou ils l'investissent ailleurs, toujours dans l'écosystème crypto? Non, assez logiquement, oui, ça reste dans l'écosystème crypto. Ouais. Souvent, on va aller se tourner vers comme je disais, les fondamentaux, donc des portefeuilles de stockage auto-hébergés, donc des portefeuilles, ce qu'on appelle des hardware wallets, Ledger, Trésor par exemple. Bon, on n'a pas les statistiques actuellement, mais on pourra les avoir certainement à la fin du mois. Je pense qu'il y aura un boost de vente de ces portefeuilles-là, très certainement. Et puis au niveau, parce que oui, en effet, les investisseurs ne vont pas arrêter du jour au lendemain leur activité de trading notamment. Donc ils se sont tournés vers des alternatives et notamment vers des plateformes d'échange décentralisées. Donc on a DYDX, donc qui est une plateforme de trading spécialisée sur les contrats futurs, surtout décentralisée bien sûr, qui a connu une hausse de ses volumes de 165%, si je ne dis pas de bêtises, 162% pour Uniswap et environ 150% pour Curve, PancakeSwap, SushiSwap, etc. Donc tous ces plateformes d'échange décentralisées. La finance décentralisée qui tire aussi en partie les marrons du feu. Évidemment, il y a toujours des gagnants dans ce genre d'affaires. Parce qu'elle n'est pas encore régulée non plus, Alexandre. On en est où là-dessus ? Le sujet est sur la table. La difficulté avec la DeFi, c'est que, j'allais dire, comme son nom l'indique, c'est décentralisé. Maintenant, le régulateur n'est pas complètement bête non plus. Et il y a beaucoup de protocoles qui, juste parce qu'ils disent qu'ils sont décentralisés, ne le sont pas forcément dans les faits. Et donc, on va essayer, je pense, de raccrocher le plus possible à la réglementation tout à fait normale, le plus de wagons. Donc, toute une série de protocoles qui disent on est décentralisé, puis en fait, si on gratouille la surface 30 secondes, on s'aperçoit qu'il y a 3 personnes qui contrôlent tout et qui peuvent switcher le protocole on et off. Maintenant, il y a des protocoles qui le sont plutôt pas mal et c'est très difficile pour le coup de savoir
quelle juridiction s'applique, quelle loi, quelle réglementation. Pour Mika, par exemple, on a considéré en Europe que le texte était trop avancé pour introduire comme ça, de manière rapide, à la fin, la DeFi sans faire un texte dédié ou en tout cas une réflexion dédiée. Je pense qui va venir bientôt. dans les prochaines années, je ne saurais pas dire. Je ne pourrais pas m'avancer sur le calendrier, notamment pour ce qui concerne l'Europe. En tout cas, on ne se mouille pas en disant qu'on n'en a jamais été aussi proche. Ah oui, Définition. Comme des prochaines vacances. On n'a jamais été aussi proche des prochaines vacances. Voilà. Exact. Même si elles sont dans 12 ans. Elles n'ont jamais été aussi proches. Messieurs, on va maintenant justement, et Lilian, vous restez à nos côtés sur le plateau de BFM Crypto, mais place au théâtre. Très content. Alexandre Stachenko se lâche comme chaque mois. C'est le moment de mettre en avant votre sujet. Alexandre, vous avez l'air content d'ailleurs aujourd'hui. Je suis tout à fait, je suis content. C'est le printemps. Aujourd'hui, j'ai rien à faire, comme dirait un grand nom de la chanson française. Et quand on n'a rien à faire en France, qu'est-ce qu'on fait ? On ne parle pas de mouettes, on parle de politique. Et donc, quelle excitation dans la communauté crypto ces derniers jours, car nous pouvons enfin ajouter un adjectif de plus à la farandole de qualificatifs habituellement utilisés pour désigner Bitcoin. Alors à chaque fois, on se dit la ficelle commence à devenir un peu grosse, mais non. Toujours pas, on n'est jamais déçu de l'inventivité humaine. Tel un métronome épatant de régularité, chaque année amène sa nouvelle épithète à Bitcoin. On le savait, inutile, dangereux, polluant, spéculatif, concentré, inégalitaire, le voilà maintenant également d'extrême droite et colonialiste. Qu'aurons-nous l'année prochaine ? Bitcoin, suspect idéal de la destruction de Nord Stream ? Bitcoin à l'origine du Covid-19 peut-être ? Mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir nous inventer ? Ironie quand tu nous tiens. Est-ce que vous en faites pas un peu trop, Alexandre ? Qui a dit que Bitcoin était, vous avez dit, d'extrême droite et colonialiste ? Bien sûr. Alors comme vous le savez, probablement, peut-être, un débat agite la cryptosphère, et pas que, depuis quelques semaines, et la sortie du livre de la journaliste Nastasia Hadjadji, intitulé « No Crypto ». Une tentative louable de politiser le sujet, mais qui présente, selon moi, plusieurs défauts, et s'arrange avec la réalité grâce à une subtile sélectivité des arguments et des faits pour mieux défendre sa thèse, à savoir la crypto, Bitcoin en particulier, eh bien, en fait, tirerait ses racines idéologiques chez l'extrême droite américaine. Alors, bien sûr, l'autrice ne va jamais qualifier les utilisateurs de Bitcoin d'extrême droite. Elle sous-entendra simplement que si vous utilisez Bitcoin, alors vous cautionnez un système de valeurs dont les racines sont proches de l'extrême droite et laissera le lecteur innocent faire le dernier pas du raisonnement tout seul comme un grand. C'est une tentative subtile d'infréquentabilisation. Bitcoin serait donc colonialiste et d'extrême droite, mais dans le monde d'aujourd'hui, même si ces critiques vous semblent à vous, Alexandre, absurdes, il faut apporter des contre-arguments. Quels sont vos contre-arguments ? Qu'est-ce que vous reprochez en tout cas à cette thèse de l'autrice ? Alors, déjà, on va commencer par une toute petite incise sur les définitions. De quoi parle-t-on ? Parce que si la thèse, c'est que les cryptos ont des racines à l'extrême droite, on ne va pas aller bien loin, puisque les cryptos actifs, eh bien, ce sont, comme leur nom l'indique, des actifs de toute nature. Donc, ça va du NFT d'art au jeton d'immobilier, en passant par les actions, les obligations, des blagues comme le Dogecoin ou bien le Bitcoin et l'Ether. Donc, si on considère que tout ça, c'est originaire de l'extrême droite, je pense qu'il faut s'interroger sur son propre centre de gravité. Boom. Mais si l'on considère que Bitcoin est l'objet principal d'étude, ce que semble d'ailleurs suggérer le sous-titre, en tout cas du livre, puisque c'est « Comment Bitcoin a envoûté la planète », alors on a un débat qui peut être intéressant, mais il faut l'assumer. Il ne faut pas se servir du parapluie magique, les cryptos, pour attribuer à Bitcoin des défauts qui n'ont rien à voir avec lui. Alors justement, précis, soyons-le, et parlons spécifiquement du Bitcoin. Pourquoi est-ce que la thèse de l'autrice est invalide à vos yeux ? Alors, ce qui est particulièrement dommageable dans le propos, c'est que tout le propos est irrigué d'un cherry picking, pour parler français, donc d'une sélection orientée. Donc, empiler les gens de droite ou d'extrême droite qui ont un jour tenu un propos positif sur Bitcoin, ça ne constitue pas un argument valable. Steve Bannon aurait cautionné Bitcoin, donc Bitcoin serait d'extrême droite. Bon, par inversement du raisonnement, ça veut dire que si les talibans qui ont interdit Bitcoin l'an dernier, c'est des progressistes du coup ? En fait, l'argument ne marche pas. On peut toujours trouver quelqu'un qui dit quelque chose, ça n'en fait pas un argument pour autant. Ça, c'est une sélection orientée de faits, c'est pas un argumentaire. Et que dire des tentatives d'effet de halo nauséabonde avec la reprise de l'argumentaire d'un certain David Golumbia, professeur à l'université de Virginie, qui déclarait dans une interview en 2019 dans le cadre de la promotion du livre dont Nastasia se sert comme source, que si l'on achète de l'or, voilà, juste ça, si vous achetez de l'or, eh bien vous êtes, je cite, conspirationniste et antisémite car on vise, je cite, les banquiers, souvent juifs, qui joueraient sur la quantité de métal en circulation. Donc les banques centrales, évidemment premières détentrices d'or,
sont donc contentes d'apprendre qu'elles sont toutes antisémites. C'est un raisonnement qui est évidemment indigne et fallacieux. Bon, on n'arrivera pas, on l'a compris, à vous mettre d'accord avec la thèse de ce livre que vous venez d'évoquer. Est-ce qu'on peut néanmoins analyser d'autres éléments du fond de l'argumentation? Qu'est-ce qu'on peut en sortir de plus, Alexandre? Alors justement, on pourrait faire effectivement une critique beaucoup plus détaillée et longue du propos de Madame Hadjadji, mais effectivement, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est de prendre du recul. Et notamment de comparer l'attitude de la gauche française et la réception de ce livre extrêmement favorable, avec une reprise plutôt fournie d'ailleurs pour un sujet de niche, Le Monde, Mediapart, France Inter, la chaîne YouTube Blast, etc. Je compare cette attitude avec celle complètement inverse qu'on peut trouver et qu'on commence à voir adopter chez une partie de la gauche américaine. Parce que le livre qui vient de sortir aux États-Unis et dont on parle, c'est pas No Crypto, c'est A Progressive Case for Bitcoin. A Progressive Case for Bitcoin, en français, un argumentaire progressiste pour Bitcoin. Le livre qui fait parler là-bas aux États-Unis, mais pas ici. C'est un livre dont la thèse serait à l'inverse de celle du livre dont vous nous parliez auparavant, que Bitcoin tire ses racines idéologiques, non pas à l'extrême droite, mais à l'extrême gauche. Non, en fait, c'est un livre qui déplace le débat. L'idée de l'auteur, donc Jason Mayer, qui est un universitaire américain, c'est pas de se demander si Bitcoin est de gauche ou de droite. C'est partir du constat que Bitcoin existe. Point. Et à partir de là, comment faire pour que les progressistes n'abandonnent pas cette technologie aux conservateurs? Et une fois qu'on prend la réflexion par cet angle-là, on peut trouver des moyens d'utiliser Bitcoin pour servir les combats à gauche. Par exemple, Alex Gladstein, qui est assez connu dans le milieu, c'est directeur de la stratégie de la Human Rights Foundation. C'est un progressiste, c'est un militant des droits de l'homme. On peut à peu près difficilement l'accuser de fascisme, mais lui aussi, il a commencé par être sceptique sur Bitcoin. Mais quand il s'est retrouvé à vouloir transférer des fonds à des militants des droits de l'homme dont les comptes bancaires étaient bloqués, que ce soit les manifestants à Hong Kong, que ce soit des femmes en Afghanistan, etc., en fait, plutôt que de dire à tous ces gens-là, vous n'avez rien compris et vous faites le jeu de l'extrême droite, non, il s'est questionné. Il a dit, mais est-ce qu'il n'y a pas forcément plutôt une utilisation de Bitcoin en faveur des droits humains dans le monde? Et aujourd'hui, il contribue à alimenter une réflexion progressiste sur le sujet. Et donc son dernier livre à ce monsieur Alex Gladstein, c'est une réflexion sur l'usage de Bitcoin pour s'affranchir du colonialisme monétaire actuel, en contradiction totale, du coup, avec par exemple l'approche de Nastasia Hadjadji. Oui, ce que vous voulez dire, c'est que les Américains sont plus pragmatiques dans leur approche. En France, on idéologise tout, on politise tout, et on n'a pas cette approche pragmatique, progressiste, comme vous dites des choses? Alors on l'avait, mais on ne l'a plus. Le sujet s'est polarisé. Comment expliquer qu'en 2016, un de mes associés était invité par le Parti communiste français, grande officine de l'extrême droite, comme chacun le sait, pour évoquer le sujet de Bitcoin comme un commun numérique, instrument des luttes. Et aujourd'hui, la réflexion semble proscrite. Comment en arrive-t-on à qualifier les cypherpunks d'extrême droite quand ils sont l'inspiration du RGPD européen garantissant aux grandes dames des multinationales du numérique le droit à l'oubli ou encore la minimisation de la collecte des données, qui est littéralement un principe qu'on trouve dans le manifeste cypherpunk. Donc c'est quoi? C'est la vie privée, c'est facho? En fait, on ne sait plus. Et franchement, c'est inquiétant. La facilité avec laquelle les étiquettes sont collées sur Bitcoin pour le rendre infréquentable, c'est non seulement une honte, mais c'est en plus un discrédit pour celui ou celle qui se laisse aller à cette facilité intellectuelle. Donc moi, ce que j'appelle, c'est un sursaut intellectuel de la gauche sur ce sujet, parce que sauf au prix d'un basculement liberticide et autoritaire que personne ne peut souhaiter, Bitcoin ne sera pas arrêté. Faites votre deuil. Sa mort est annoncée en vain depuis 15 ans. Des prix Nobel se sont cassés les dents dessus, parfois plusieurs fois, parfois les mêmes qui s'étaient cassés les dents d'ailleurs sur Internet. Krugman disait que Internet serait une mode passagère d'ailleurs qui n'aurait pas plus d'impact que le fax. Ah mince. Donc, si la gauche ne pense pas proactivement Bitcoin et ses usages, elle se réveillera effectivement avec une techno et un actif que seule la droite saura utiliser à bon escient. Et à tous les gens de gauche qui m'écoutent aujourd'hui, je suis persuadé qu'il y en a, vous n'êtes ni bizarre, ni facho, vous êtes curieux et vous n'avez pas à avoir honte. Que Bitcoin soit de droite ou de gauche, peu importe, si seule la droite en fait quelque chose, c'est effectivement la gauche qui paiera le prix de son immobilisme. Voilà, c'est de catégoriser et prendre les choses telles qu'elles sont, pragmatiquement. Vous savez qu'à Paris, quand vous critiquez par exemple la gestion de la ville, certains membres de la municipalité vous disent que vous êtes d'extrême droite. C'est pareil. On est rapidement C'est une façon de disqualifier son adversaire aussi. Voilà, en tout cas, voilà, ce livre avec lequel vous n'êtes pas complètement d'accord, on l'aura compris, Alexandre. Et les propos en général, parce que... Oui, la mentalité. Pas que le livre. Ouais. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés à tous les deux. Alexandre Savchenko, donc nous accompagnait en direct sur BFM Business et comme chaque mois, ainsi que Lilian Aliaga pour Cryptost. Salut messieurs.